Fonia Singbe, ce lundi à Ouagadougou, le président de la République est allé discuter avec son homologue burkinabé du renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Togo. Enfin, les premières images des fillettes enlevées par la secte islamiste nigérienne Boko Haram. Le chef de l'organisation terroriste déclare les avoir convertis à l'islam et propose aux autorités nigériennes de les échanger contre des militants islamistes emprisonnés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République a effectué une visite de quelques heures ce lundi à Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue Blaise Compaoré. L'essentiel des échanges entre les deux délégations présidentielles togolaises et burkinabé nous est résumé au sortir des discussions par Fonia Singbe lui-même dans une interview accordée à la presse. L'invitation de mon frère et ami, le président Blaise Compaoré, dans le cadre des relations que nous entretenons. Nous sommes des pays voisins, nous appartenons à des organisations communes. Je peux vous dire qu'en descendant, nous parlions justement du 20e anniversaire de l'UEMOA que nous devons célébrer ici à Ouagadougou. Nous parlons également de problèmes un peu plus bilatéraux, notamment la question des infrastructures dans notre région, le port de Lomé et comment nous pouvons renforcer les relations entre nos opérateurs économiques pour faire progresser l'intégration. Hier, le président de la République est allé rehausser par sa présence l'éclat des festivités commémoratives du centenaire de l'église évangélique presbytérienne de Yokele dans la préfecture de Kloto. Et son Théo. Le jubilé du centenaire de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Yokele dans le Kloto, a été célébré en présence du chef de l'État, Faure Essoufou Singbe. L'évêque du diocèse de Kpalimé, Monseigneur Benoît Alowono, des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale ainsi que des ressortissants et cadres de la localité étaient également de la partie. C'est en 1903 que les évangélistes ont mis pied dans ce village. L'historique présente aujourd'hui une augmentation du nombre de fidèles en Christ. Il y avait donc de quoi louer et magnifier Dieu et implorer sa bénédiction sur le village. Le culte de circonstance a été donc marqué de chants, de cantiques et de lectures de textes bibliques. La prédication a été dite par le pasteur Bébé Fekossi, secrétaire synodal de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Inspiré des livres d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1, et Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, il a axé sa prédication sur 3 axes. La reconnaissance par les populations de l'amour de Dieu pour avoir permis l'introduction de l'évangile dans ce milieu. La puissante protection divine sur le village et le bilan de sa marche vers le Créateur. Le pasteur Bébé Fekossi a appelé les fidèles à demeurer dans l'amour de Dieu et à poursuivre leur ascension vers le Seigneur. Il est temps que nous retrouvions et vivions avec la lumière
que Jésus nous apporte. Et ce message, ce n'est pas seulement pour la population de Yokele, la population chrétienne de Yokele, mais c'est aussi pour l'ensemble de l'Église. Ce fut l'occasion de prier et d'implorer la grâce et la protection divine sur le chef de l'État pour qu'il continue sa mission de développement du Togo. Ils ont également prié pour tout le peuple togolais dans sa marche vers la réconciliation nationale, sans oublier les autres nations qui souffrent de la guerre ou de la discorde. Le culte était animé par les chorales Hadji Hagan de Yokele et des paroisseurs. Une fois terminé, le chef de l'État Fournier Singbe a pris congé de cette communauté. Le chef du gouvernement, Artem Sele-Aboudji Aoumezoumou, a accordé 2 audiences aujourd'hui à la primature, l'une à une délégation de la Jeune Chambre internationale et l'autre à des membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en tournée. La première délégation, celle de la Jeune Chambre internationale, est allée informer le chef du gouvernement de la tenue du 21 au 24 mai prochain à Lomé de la conférence Afrique et Moyen-Orient de l'organisation. Son président Eric Aloadan Laté s'est confié au micro de Carmen Madje Akapo. Du 21 au 24 mai à Lomé se tiendra la plus grande conférence Afrique et Moyen-Orient de la Jeune Chambre qui réunit des jeunes de 18 à 40 ans. Et à quelques jours de l'événement, nous sommes venus rendre compte au Premier ministre de comment est-ce que l'événement va se dérouler, l'appui que nous continuons d'attendre des autorités publiques et ce que nous allons faire effectivement au cours de cette conférence. Alors cette conférence sera le lieu de réfléchir à comment est-ce que la zone Afrique et Moyen-Orient de la Jeune Chambre va évoluer les prochaines années en suivant le plan stratégique qui est d'unir tous les secteurs de la société pour créer de l'impact durable. Nous allons impacter la communauté togolaise en allant dans les communautés alentours de lieux retenus pour la conférence avec le siège ETI Ecobank et l'hôtel Sarakara, où nous allons aller avec l'Agence nationale d'appui au développement à la base, travailler dans les communautés à résoudre les problèmes en accompagnant les autorités publiques. Nous allons avoir avec l'ONG MSAFRIC des audiences foraines à Togbekop et Diablé, la prison civile de Lomé. Nous allons former les jeunes citoyens togolais à l'engagement citoyen pour pouvoir être des vecteurs de développement pour notre pays. Voilà en bref ce que nous allons faire au cours de cette conférence, tout en mettant l'accent sur la citoyenneté active et comment est-ce que nous pourrons participer à la vision 2030 du Togo et en participant à la vision 2030 du monde par le My World qui est établi par les Nations Unies. La délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est quant à elle venue faire connaître l'institution aux autorités et à l'ensemble du peuple togolais. C'est l'honorable juge Sylvain Auré qui conduit la mission, qui s'est exprimé au micro de Carmen Madje Akapo. La Cour africaine des droits de l'homme que nous représentons ici effectue effectivement une mission de sensibilisation pour obtenir une plus grande visibilité de sa mission, de son mandat. Il était donc important que nous visitions la République togolaise, les autorités, pour expliquer un peu, ou du moins rappeler la mission de la Cour et demander au gouvernement de continuer à soutenir, n'est-ce pas, le travail de la Cour africaine des droits de l'homme. Également, puisque le gouvernement, disons la République togolaise, a ratifié le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme, nous avons également sollicité qu'elle puisse continuer son engagement sur la question des droits de l'homme en faisant la déclaration permettant aux individus et aux ONG de pouvoir saisir la Cour pour des violations alléguées des droits de l'homme. Il s'agissait donc d'un rappel aux autorités togolaises qui se sont déjà engagées, n'est-ce pas, depuis belle lurette sur la question des droits de l'homme en Afrique.
Monsieur Sylvain Auré est justement l'invité de ce journal. Il va nous aider en quelques minutes à mieux découvrir cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur Auré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous avez consacré cette journée à rendre visite aux différentes autorités du pays à travers cette présence sur le plateau de la télévision togolaise. Nous allons essayer de dire en quelques mots quelque chose sur l'institution que vous dirigez. Vous n'en êtes pas le président. Il y a une dame qui est la présidente, c'est Madame Sophia Akufo, qui est d'origine ghanéenne. Dites-nous, présentez-nous un peu brièvement la Cour africaine des droits de l'homme. Okay. Merci. D'abord, permettez-moi de remercier la télévision pour cette opportunité qu'elle nous offre donc de pouvoir présenter la Cour africaine des droits de l'homme. Puisque la télévision constitue le média puissant, n'est-ce pas, pour pouvoir contribuer à la visibilité de cette institution continentale. La Cour africaine des droits de l'homme est donc l'institution judiciaire continentale créée dans le cadre de l'Union africaine et qui a pour mandat de protéger les droits de l'homme partout en Afrique. C'est essentiellement sa mission. Elle siège à Arusha, en Tanzanie, qui est en Afrique donc de l'Est, et elle est composée de 11 juges africains, enfin de 11 juges qui sont des nationaux des États africains, dont un Togolais, dont le juge Abba, un Togolais, effectivement, le juge Kimela Balou Abba, qui a donc été aussi élu par la conférence des chefs d'État il y a plus d'1 an de cela. Oui. La Cour tient-elle déjà ces audiences? Oui, effectivement, la Cour est pleinement opérationnelle depuis 2006, date de l'élection de ses premiers juges. Elle est donc opérationnelle et elle tient son rôle par rapport à ses compétences, notamment en matière contentieuse et en matière consultative. Donc nous recevons déjà des affaires et nous exerçons pleinement notre activité. Des affaires de quelle nature? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques gros dossiers que vous avez déjà eu à traiter? Oui, nous pouvons vous citer des dossiers puisque c'est maintenant dans le domaine public. Donc, notamment le gros dossier à l'heure actuelle, c'est peut-être l'affaire Norbert Zongo, journaliste burkinabé, assassiné au Burkina Faso. Et nous avons déjà pris une décision dans cette affaire-là. Et cette affaire, n'est-ce pas, se trouve donc sur le site de la Cour africaine des droits de l'homme. On peut donc consulter la décision à ce niveau. Également des décisions concernant l'affaire en Libye, l'affaire libyenne, notamment le fils de M. Kadhafi, l'ancien dirigeant de la Grande Jamaïra libyenne, donc qui, n'est-ce pas, a saisi la Cour par rapport à un certain nombre de violations qu'il allègue concernant les autorités de ce pays. Et donc il y a donc plusieurs autres affaires, mais je vous dis un peu l'essentiel des affaires qui sont sur la table. Quelle est la force de ces décisions que vous prenez? Bon, il faut dire que là vous parlez de l'exécution, oui, donc des décisions qui sont rendues par la Cour africaine. Est-ce que ces décisions sont contraignantes pour les États ou est-ce de simples avis? Non, ce sont des décisions, tout comme peut prendre une Cour en général. Il s'agit d'une décision qui a une force exécutoire sur l'ensemble des États africains, sur l'État, n'est-ce pas, qui a été condamné par exemple par la Cour africaine. Ce sont donc des décisions. Il est vrai que l'État est celui-là même qui doit exécuter de façon volontaire ces décisions, mais de toute façon partout c'est le cas. Mais nous avons quand même des dispositions qui peuvent permettre de contraindre, d'obliger peut-être moralement l'État à pouvoir exécuter les décisions qui sont prises dans le cadre de cette juridiction africaine. Qui peut saisir la Cour? Essentiellement, la Cour peut être saisie par les États, elle peut être saisie par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui siège à Banjul en Gambie,
mais également aussi par les individus et les organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine. Mais à ce sujet, il faut dire qu'il existe une disposition dans le protocole. Il s'agit d'une déclaration par laquelle l'État permet aux individus et aux ONG de pouvoir saisir la Cour. L'État doit donc faire une déclaration pour permettre ces ONG-là de saisir la Cour. Monsieur Auré, vous savez que les États africains disposent pour la plupart de commissions nationales des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des liens de partenariat, vous entretenez des partenariats avec ces commissions pour mieux vous faire connaître? Effectivement, heureusement que vous parlez de partenariat et non de relations d'organe à organe, parce qu'il n'y a pas de relation hiérarchique ou de quelque nature que ce soit entre les commissions nationales et la Cour africaine. Mais effectivement, c'est un partenaire privilégié dans la protection, dans la défense des droits de l'homme. Et donc nous, effectivement, nous avons des réunions, nous avons des séminaires au cours desquels ces institutions-là sont invitées à discuter, n'est-ce pas, des droits de l'homme, de la protection en général dans tous les États africains. Enfin, quelle est la suite de votre programme, ou du programme de séjour de la mission que vous conduisez au Togo? Oui, la suite du programme, c'est que, effectivement, puisque cette mission répondait à deux objectifs, d'abord discuter avec les autorités togolaises de la possibilité de faire cette déclaration, mais également informer largement le public togolais sur le rôle, sur la Cour elle-même, et le rôle qu'elle est censée jouer sur le continent africain. Et donc nous avons à cette intention-là des populations, des institutions. Nous avons un séminaire que nous organisons demain au niveau de l'hôtel, je peux dire, l'hôtel Sarakawa. L'hôtel Sarakawa. Et donc ce séminaire-là va expliquer les compétences, le rôle de la Cour, et donc le public est largement invité, la famille judiciaire et les institutions. Et même elle sera donc ouverte par une autorité gouvernementale. Mais également nous avons un débat public à l'université de Lomé dans l'après-midi. Bien, merci Monsieur Auré et bon séjour au Togo. Merci beaucoup. La suite de ce journal, l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut renforcer la mise en œuvre de la politique minière commune à ses États membres. Depuis ce matin et à l'initiative de l'organisation sous-régionale, experts et représentants des chambres des mines et des groupements professionnels des miniers sont réunis à Lomé pour une mutualisation de leurs expériences. Les travaux devront permettre à chacun d'apporter sa contribution en vue de parvenir à l'émergence d'une industrie minière prospère et profitable pour les États de la zone UEMOA et à leur population. Reportage Clarisse Atikle. Faire du secteur minier un des moteurs de la croissance économique et un moyen qui permet d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. C'est ainsi que se résume la politique minière commune des pays de l'UEMOA. Il est question de renforcer la mise en œuvre de cette politique dans les 8 États, raison de la tenue de cette rencontre annuelle où les chambres des mines et structures ITIE échangent pour booster le secteur des mines dans les pays de l'UEMOA. La zone est une zone d'intégration, mais les pays diffèrent en matière d'avancée dans le secteur minier. Il y en a qui sont au niveau d'exploration et dans beaucoup de pays maintenant, on est à la phase d'exploitation. Nous avons une potentialité extraordinaire. C'est dans ce cadre que nos chefs d'État, en 2000, ont adopté une politique minière commune pour qu'on puisse ensemble coordonner nos efforts dans les États, faire de la zone UEMOA une zone d'attraction pour que le secteur minier soit un puissant pilier de développement social et économique dans nos États. Le Togo abrite cette réunion annuelle un an seulement après sa déclaration comme pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. C'est la preuve de la reconnaissance des réformes entreprises par le gouvernement togolais pour faire du secteur minier un levier de développement économique et social. La vision du Togo est en étroite adéquation avec la politique minière commune de l'UEMOA, instrument intégrateur.
C'est pourquoi je salue la tenue de cette rencontre qui réunira pendant 3 jours les acteurs avisés du secteur minier. Je ne doute point que les résultats de vos échanges permettront de renforcer la mise en œuvre de la politique minière commune de l'UEMOA et partant les capacités des États membres pour une gestion efficiente et durable des ressources minérales dans nos États. 2 pays seulement sur les 8 de l'UEMOA disposent des chambres des mines. La rencontre de Lomé va également offrir l'opportunité de doter les pays restants de ces chambres pour faciliter le dialogue inclusif dans le développement de l'industrie minière dans les États de l'Union. Nous poursuivons avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 13 mai 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. La presse togolaise se prépare pour les grandes assises nationales recommandées par le président de la République pour en faire un vrai acteur de développement et de promotion de l'état de droit. Ce lundi, une séance d'échange a réuni les organisations de presse autour de la ministre en charge de la communication et de la formation civique pour examiner le travail réalisé par le comité scientifique mis en place à cet effet afin de faciliter la préparation de cette rencontre nationale. Compte rendu Arnold Kilio. On tend vers une véritable professionnalisation de la presse togolaise. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique s'active pour l'organisation des prochaines assises sur les états généraux de la presse. Pour amorcer ce processus sur des bases solides, les organisations de presse échangent sur le travail fait par le comité scientifique, le parfaire afin que ces états généraux soient une réussite. Cet événement ne pourrait se passer sans l'implication de tous les professionnels de la communication. Au niveau du comité scientifique, composé des professionnels de la communication, des représentants des organisations professionnelles de la presse, des universitaires, nous avions pris la mesure de la situation en identifiant les thématiques importantes qui seront débattues au cours des états généraux. Il s'agit d'élargir les pistes d'échange. Il s'agit d'identifier les thèmes. Il s'agit d'identifier les personnes ressources à intervenir et faire des propositions concrètes. Le gouvernement attend donc beaucoup de ces états généraux pour porter un nouveau regard sur les problèmes du secteur et de proposer des mesures idoines pour la professionnalisation de la presse togolaise. Quelle que soit votre idéologie ou votre ligne éditoriale, il n'y a qu'une seule vérité que vous devez partager ici et maintenant. C'est celle qui doit orienter vos échanges et l'esprit qui nous conduira jusqu'aux états généraux et même après. Cette vérité, c'est celle-ci. Nous poursuivons tous, je dis bien tous, le même but. Nous avons un intérêt commun. C'est la bonne santé de la presse, indispensable à la bonne santé de la vie citoyenne et de la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi je vous exhorte vivement à laisser de côté le scepticisme creux, les jugements hâtifs, l'esprit de critique, l'esprit belliqueux, la polémique destructrice, pour privilégier l'esprit de confraternité, l'esprit de solidarité, l'esprit patriotique. Bref, la critique constructive sur la base des analyses objectives et des propositions concrètes. C'est donc pour faciliter la préparation de ces rencontres nationales sur les états généraux de la presse que cette journée d'échange est initiée pour baliser le chemin à suivre. La nouvelle société cotonnière du Togo, dans ses efforts de redynamisation de la filière coton, est en train de procéder au renforcement de son personnel de terrain à travers de nouveaux recrutements. Les nouveaux agents viennent de suivre une formation avant leur déploiement sur le terrain. Et parmi eux, notre chef d'antenne à Atakpamé a relevé la présence remarquable de femmes. Preuve, d'après les dirigeants de la NSCT, que la question du genre va désormais compter dans la mise en œuvre des stratégies de relance du secteur du coton au Togo. Yves Agbevivi.
Ils ont le devoir d'être plus performants sur le terrain de la production cotonnière. Ces agents technico-commerciaux recrutés par la nouvelle société cotonnière, la NSCT, une nécessité avec les nouveaux besoins liés à l'augmentation de la production cotonnière et avec le départ à la retraite d'un bon nombre d'anciens agents, ont pour mission d'apporter leur savoir-faire aux acteurs de la production cotonnière au Togo, et c'est en vue de les doter des moyens techniques nécessaires que la NSCT a initié cet atelier de formation de 5 jours tenu à Notiens. La formation va se dérouler pendant 5 jours et à l'issue de ces 5 jours, ces agents-là seront opérationnels sur le terrain aux côtés des producteurs pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l'issue de notre document d'orientation qui veut que d'ici 2022, nous puissions avoir 200 000 tonnes de coton produit dans le pays. C'est ça la raison pour laquelle nous avons organisé cette session de formation. La nouveauté, après les réformes opérées par la NSCT, la question du genre est prise en compte. Je suis contente de cette formation et j'attendais ça impatiemment. Donc, je n'ai jamais fait le terrain, mais je suis sûre que je ferai l'effort pour y arriver à convaincre les paysans sur le terrain. Parmi la cinquantaine de techniciens recrutés, on note donc des femmes qui vont être aussi déployées sur le terrain aux côtés des producteurs pour les aider à atteindre l'objectif fixé pour 2022, c'est-à-dire 200 000 tonnes de production. Une rencontre régionale sur la mobilité et la protection des enfants se tient depuis ce matin au César Toko Séminaire. C'est le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs et l'ONG ENDA Jeunesse et Action qui ont initié la réunion qui se veut un cadre d'échange d'expériences sur les bonnes pratiques et qui devra permettre de créer une synergie d'action entre les systèmes de protection nationaux des États et les modèles de protection des enfants et jeunes travailleurs dans leurs pays respectifs. Précision Christine Petcheki Aloudé. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs fortement impliqués dans la protection et la promotion des droits des enfants. En 20 ans d'expérience, les membres ont développé des stratégies pour lutter contre tous les maux qui les privent de leurs droits fondamentaux. Les représentants de 18 pays d'Afrique échangent ici sur leurs diverses expériences en matière de protection des droits des enfants. Aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, on peut déjà constater que le mouvement, son existence, dans les 26 pays, est dans une variété entre quartiers, villages, dans lesquels on arrive à organiser les enfants, ceux qui sont à l'école, ceux qui ne sont pas à l'école et ceux qui sont dans des situations de travail. Et on arrive à les amener aujourd'hui sur des orientations où eux-mêmes, ils ont envie d'évoluer avec leurs propres idées. Si on parle du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, c'est un secteur informel. Et ces enfants-là ont besoin chaque jour d'être formés et de recevoir de nouvelles procédures pour qu'ils puissent continuer leur activité dans de bonnes conditions. Le gouvernement, à travers la direction de la protection de l'enfant, les associations, ONG et organisations de la société civile engagées dans la promotion des droits des enfants sont tous mobilisés et soutiennent l'initiative du mouvement. Elles contribuent à asseoir un environnement qui permet aux enfants de jouir pleinement de leurs droits. Par rapport à la prolifération des prédateurs des enfants en ce moment, sur le continent, je pense que si les acteurs s'entendent sur un même mécanisme de protection des enfants qui sont en situation de mobilité, ils auraient vraiment contribué à la protection des enfants. Un manuel de protection sera conçu par les enfants et pour les enfants à l'issue de cette rencontre de l'ONU. Les droits des enfants, les membres de l'organisation terroriste islamiste nigériane Boko Haram n'en ont rien à faire. Ces barbares qui ont enlevé 234 fillettes au nord du Nigeria pour les amener dans la forêt, suscitant la consternation et la réprobation de la planète entière, menaçaient de les vendre comme esclaves sexuels. Mais dans une vidéo montrant les enfants soigneusement voilés et en pleine séance de prière, leur chef Aboubakar Cheko semble avoir changé d'avis. Il dit les avoir convertis à l'islam et projette d'en faire des monnaies d'échange contre des militants islamistes détenus dans les prisons nigérianes. Plus d'une centaine de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées il y a près d'un mois dans le nord du Nigeria ont fait l'objet d'une vidéo diffusée par la secte islamiste Boko Haram.
Rassemblés à l'extérieur, dans un lieu non identifié et à une date non précisée, les lycéennes sont habillées de longs voiles. Seuls les visages sont visibles. Elles récitent le premier chapitre du Coran. Trois d'entre elles disent... Quelques petits problèmes avec le son. On nous informe que le sujet sera repris. J'espère que c'est fait. Donc nous parlions de ces fillettes qui ont été détenues, qui ont été enlevées au nord du Nigeria par la secte islamiste Boko Haram. 223 fillettes dans un premier temps, puis 11 autres, ce qui fait 234. Aboubakar Sheko, qui menaçait de les vendre comme esclaves sexuels, a donc décidé plutôt d'en faire des monnaies d'échange. Lagos, ou plutôt Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, ne semble pas disposée à donner un accord favorable à ce projet. Nous allons revoir donc ce sujet. Plus d'une centaine de jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées il y a près d'un mois dans le nord du Nigeria ont fait l'objet d'une vidéo diffusée par la secte islamiste Boko Haram. Rassemblés à l'extérieur, dans un lieu non identifié et à une date non précisée, les lycéennes sont habillées de longs voiles. Seuls les visages sont visibles. Assises côte à côte, elles récitent le premier chapitre du Coran. Interrogées, 3 d'entre elles disent qu'elles se sont converties à l'islam et que les captives ne sont pas maltraitées. Dans cette nouvelle vidéo, le chef de la secte, Aboubakar Shekau, n'apparaît à aucun moment aux côtés des otages. Lors d'une précédente vidéo, il avait menacé de les réduire en esclavage. Cette fois, il confirme que ses filles se sont converties à l'islam. Pour les autres, il propose de les libérer en échange de militants de Boko Haram emprisonnés. La secte détient 223 lycéennes enlevées le 14 avril dernier à Chibok dans l'internat de leur école qui a été totalement brûlé. 11 jeunes filles ont également été kidnappées dans une autre localité de l'état de Borno, fief de Boko Haram. Ces rapts ont soulevé une immense émotion à travers le pays, mais aussi au sein de la communauté internationale, obligeant ainsi le gouvernement nigérian et les forces de l'ordre à rechercher enfin, activement, ces 234 jeunes filles. Au Togo, la société de téléphonie cellulaire TogoCell dispose désormais d'une boutique à Toun dans la préfecture de Moyen-Mono. Dans son désir de se rapprocher davantage des populations de l'intérieur du pays, cette société a doté le canton d'un local qui devra lui permettre d'offrir des prestations de proximité à ses clients. La boutique a été inaugurée ce week-end en présence des cadres du milieu. Reportage Ramdan Bassina. Dans sa dynamique d'extension de son réseau et surtout dans le souci de rapprocher ses services de ses abonnés, TogoCell vient encore de s'illustrer à travers l'ouverture d'une boutique dans le Moyen-Mono, précisément à Toun. Une structure qui vient ainsi desservir plusieurs localités de cette préfecture. Nous suivons dans toutes les localités les consommations, le comportement des clients. Nous avons eu à observer au Moyen-Mono, précisément à Toun, comment les clients consomment nos produits. Et nous avons constaté que Toun est autrement. Et Toun mérite une attention particulière. On s'est dit donc, il faut une agence ici. TogoCell, une société à la pointe de la technologie, se veut plus proche de ses clients. Pour ce faire, elle se donne pour devoir d'offrir des services de qualité, faciliter l'accès de ses prestations par la création de boutiques sur l'étendue du territoire national. Le développement du pays passe aussi par celui des télécommunications. J'apprécie énormément l'ouverture de cette boutique de Togo cellulaire qui nous permet à nous, population du Moyen-Mono, de rester vraiment facilement connectés. Au lieu de dépenser 1000 francs pour remplacer la puce, il faut ajouter le transport Toun-Montien aller-retour pour remplacer la puce. Donc, Togo cellulaire nous permet de rester connectés plus facilement. Ça vient vraiment à point nommé. C'est une occasion vraiment très fabuleuse pour nous que TogoCell s'installe. Ça fait longtemps qu'on souffre de déplacements vraiment, je ne peux pas dire inutiles, mais aujourd'hui, je crois que ces déplacements sont supprimés par TogoCell et nous en sommes très reconnaissants. Les populations de Toun et de ses environs n'auront plus à parcourir de longues distances à la recherche des services TogoCell. Le numéro 1 de la téléphonie mobile au Togo s'affirme aussi dans l'humanitaire.
L'ouverture de sa nouvelle boutique a été couplée de la remise d'ouvrages scolaires au collège d'enseignement général et au lycée de Tong. Voici pour terminer les numéros gagnants du Loto Sport du jour. 2, 7, 11, 12, 14, 15, 29, 30, 41, soit 9 matchs nuls. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On retiendra en principal titre cette visite éclair que le président de la République a effectuée ce lundi à Ouagadougou, Burkina Faso, pour des entretiens avec son homologue burkinabé, Faure Gnassingbé, qui était accompagné d'une délégation d'officiels togolais, a déclaré à sa sortie à la presse avoir échangé avec son homologue sur le renforcement des relations de partenariat, surtout économique, entre le Burkina Faso et le Togo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Isidora Koubatine pour notre édition de nuit. Ce sera à 22h30. Au revoir.